Hotep à tous et à toutes. C'est votre frère, l'imperturbable négro-thérapeute, Bertie le Kamite, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus. Alors je suis dans la ville de Nantes en visite. Je suis en balade comme vous pouvez le voir. Je suis dans la ville de Nantes. Une très belle ville, cosmopolite, où il fait bon vivre, avec des populations voilà, accueillantes et tout. Mais c'est aussi d'un côté, n'est-ce pas, une ville qui a une histoire assez triste, assez particulière, en rapport, n'est-ce pas, avec le peuple noir. Je suis ici sur une place, n'est-ce pas, centrale, au cœur de la ville de Nantes, où se trouve, n'est-ce pas, le mémorial de l'abolition de l'esclavage. Donc c'est ici que nos ancêtres, quand ils arrivaient en Europe, notamment pour le cas de la France, c'est ici qu'ils étaient débarqués comme des marchandises. Donc j'ai choisi de faire une courte vidéo pour vous présenter quelques éléments. Donc top, c'est parti avec Bertie, la petite visite, n'est-ce pas, guidée au mémorial ici. Donc on continue. Vous avez là l'abolition, le mémorial de l'abolition de l'esclavage a été inauguré le 25 mars 2012 par Jean-Marc Ayrault, député maire de Nantes, président de Nantes Métropole. La conception artistique du mouvement est l'œuvre de Christophe Vaudisco et de Julian Bonder. L'ouvrage a été cofinancé par l'Union européenne. L'Europe s'engage en pays de la loi avec FEDER, le Conseil régional des pays de la loi, bon, voilà, blablabla, blablabla. Donc, voilà un point, n'est-ce pas, important. Un point important, c'est un point central. Vous allez remarquer, c'est très très beau, n'est-ce pas? Donc, vous allez regarder, hein, au niveau du sol, vous avez à chaque fois le nom des navires négriers. Vous avez là, par exemple, le Vison. Navire négrier parti de Nantes en 1767. Vous avez là Fort Royal, Martinique Antilles, site de vente des captifs. Ils font exprès de dire captifs, n'est-ce pas, au lieu de dire esclaves. Il y a une différence entre un captif et un esclave. La Tétis, navire négrier parti de Nantes en 1731, oui, 1731. La Marie-Louise, la Laure, l'Alliance, l'Étienne, la Notion. C'est-à-dire que là, partout où on est en train de marcher, tout ça, c'est le nom des navires. Des négriers qui se sont fait des milliards et des milliards à l'époque, qui se sont enrichis, n'est-ce pas, grâce à la vente, n'est-ce pas, des esclaves. Mémorial de l'abolition de l'esclavage. Plus de 27 233 expéditions négrières ont été recensées au départ des ports européens entre le 15e et le 19e siècle. Au total, plus de 12 millions et demi d'hommes, femmes et enfants furent arrachés à l'Afrique et déportés en Amérique et aux Antilles. Plus d'1,5 million de personnes moururent pendant la traversée. Plus de 4220 de ces expéditions négrières ont été recensées au départ de ports français, soit plus de 1 380 000 personnes déportées. Plus de 1800 expéditions négrières ont été recensées au départ de Nantes, soit plus de 550 000 personnes déportées. La plaque de ce parcours commémoratif mentionne le nom des navires négriers nantais et certains des ports où ils firent escale. Chiffres basés sur l'état des connaissances à l'ouverture du mémorial, ils sont susceptibles d'évoluer en fonction de l'avancement de la recherche historique. Bon, à côté, c'est juste une traduction en anglais. Vous devrez bien remarquer que c'est des chiffres expressément, n'est-ce pas, minorés. Et il parle de 12 millions, non, c'est beaucoup plus que cela. Il y a des chiffres, n'est-ce pas, 17 millions par exemple, quand vous lisez le livre, n'est-ce pas, le titre, c'est Génocide voilé de Tidiane Jaï.
on parle de 17 à 18 millions, d'autres qui montent jusqu'à 30-40 millions de noms à déporter. Et le plus important ici, ceux qui sont arrivés finalement étaient moins que ceux qui sont morts, n'est-ce pas, dans la mer, par la faim, la soif, ceux qui étaient jetés aux poissons, n'est-ce pas? Voilà le mémorial. Donc vous allez bien remarquer que ce n'est pas, il y a quelque chose de très important. C'est très discret. Vous voyez, c'est discret. Ce n'est pas le nom, si vous voulez, de... Ce ne sont pas... C'est pas un monument imposant. Vous comprenez? Voici encore le Zéphyr, navire négrier parti de Nantes en 1819. Tout à l'heure, il y avait le Gabon, l'amphithéâtre, le Neptune. Tout ça, c'est le nom de tous ces gens-là. Voilà. Donc, quand on vient, on passe, on marche dessus. Si tu ne prêtes pas attention, tu ne sauras même pas ce que ça veut dire. Donc, regardez la place. C'est très, 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 très subtil. On fait l'effort, n'est-ce pas, de ne pas mettre un très grand monument. C'est fait exprès. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que, en fait, du moins, si vous voulez, la France a du mal avec ce passé colonial, esclavagiste, n'est-ce pas? Ils ont en quelque sorte honte de ce que leurs ancêtres ont fait par le passé. Je vais aller plus loin là-bas et je vais vous montrer quelque chose de très, très intéressant. Donc, on va descendre. On va faire un petit tour à l'intérieur. Vous allez voir, c'est bien écrit. Mémorial de l'abolition de l'esclavage. C'est très très discret. Or, des pays qui n'ont pas eu le même impact, la même influence dans la traite négrière, la traite encore, il n'y a pas que la traite, le mot encore assez faible. Les Swahili, pour utiliser un mot très fort, ils parlent de la maafa, le désastre, c'est-à-dire le désastre. Et vous voyez, c'est dans ces endroits-là, c'est dans ces espaces-là qu'ils étaient, n'est-ce pas, qu'ils étaient débarqués comme des marchandises. Vous voyez, et là, ça va directement sur le fleuve. Et c'est ici pendant beaucoup d'années. Vous voyez? Vous voyez? Donc, c'est des endroits où on doit inviter, n'est-ce pas? On doit amener nos enfants visiter. Les gens qui vivent, moi je viens de Paris par exemple pour cette excursion, et vous avez certainement des gens nos frères et sœurs qui sont dans la ville de Nantes et qui sont peut-être jamais venus ici avec leurs enfants pour leur montrer, n'est-ce pas, à travers ce monument, une partie de l'histoire de notre peuple, parce que l'histoire de notre peuple évidemment ne se réduit pas seulement à l'esclavage. Donc, une chose criminelle ne doit pas être nécessaire. Voilà. Si, comme le disent les colons, on ne peut cultiver les Antilles qu'avec des esclaves, il faut renoncer aux Antilles. La raison d'utilité de la servitude pour la conservation des colonies est de la politique des brigands. Une chose criminelle ne doit pas être nécessaire. Périssent les colonies plutôt qu'un principe. Victor Schœlcher, ça ce sont des paroles inventées qu'on attribue à un esclavagiste lui-même, franc-maçon, qu'on appelle Victor Schœlcher, qui avec ses amis, n'est-ce pas, ont largement participé à l'esclavage des Noirs, avec un certain Voltaire, qui avait un grand auteur français pourtant, qui a investi toutes ses économies dans la vente d'esclaves. Victor Hugo, c'est des gens qui ont, à part leur plume, n'est-ce pas, encouragé l'esclavage des Noirs. On voit aujourd'hui beaucoup de gens qui donnent fièrement le nom de Hugo, en référence à ce Victor Hugo, à leurs enfants. Donc vous voyez tout ça. Donc regardez très bien le mémorial, hein, ça continue. Vous voyez, c'est assez discret. Ceux qui passent au-dessus peuvent passer là-bas pendant 20 ans sans jamais savoir. Et c'est pareil quand vous partez au Jardin du Luxembourg, à Paris, en plein cœur à côté du Sénat. Vous voyez, il y a un tout petit espace réservé avec un tout petit monument, vraiment minuscule, par rapport à l'acte odieux qui a été posé, n'est-ce pas, par des esclavagistes. Vous vous rendez donc compte, il y a un tout petit monument discret que les autorités françaises ont installé à ce lieu-là. Parce qu'ils n'assument pas ce passé violent, colonialiste, esclavagiste. Ils n'assument pas cela. Donc la France qui a le plus fait dans les déportations, la France qui était d'ailleurs le premier pays
alors qu'il y avait déjà l'Espagne et le Portugal qui étaient dans cette traite, n'est-ce pas, a légalisé officiellement l'esclavage. Donc d'après l'accord de Tordesillas, l'Afrique était la propriété privée des Espagnols et des Portugais qui allaient déporter. Et maintenant, vous avez la France qui arrive juste après et légalise officiellement l'esclavage. Et il y a beaucoup de Français, comme vous avez vu les noms, des familles riches de France, qui vont partir d'ici pour aller arracher des esclaves en terre africaine pour ramener ici et les vendre. Donc ils disent qu'ils sont humanistes, qu'ils sont très gentils et que c'était nous les Africains qui vendions nos propres frères. Ben, si vous êtes très gentils, une fois que les Africains vous ont vendus entre guillemets, vous pouvez les acheter et les libérer. Si vous les achetez et vous les esclavagisez, ça veut dire que vous n'êtes pas plus humain que les Africains que vous accusez d'avoir vendus. Donc tout ça est fait exprès, c'est très très discret pour ne pas... ils ne font pas des monuments assez imposants. Donc la France donc, qui a fait un gros business, il y avait à l'époque ce qu'ils appelaient la prime, n'est-ce pas, sur la perte des esclaves. La prime sur la perte des esclaves. C'est-à-dire que le gouvernement français, ce ne sont pas des personnes privées. C'est le gouvernement lui-même qui dédommageait les négriers qui perdaient leurs marchandises humaines en mer. C'est un peu comme si tu vas vendre tes tomates. En route, il y a des tomates qui tombent, d'autres qui ont des blessures et ce n'est plus vendable. Et donc, le gouvernement se charge donc de te dédommager pour les pertes. Et ce n'était pas quelque chose qui venait des poches ou bien des comptes privés, mais c'était quelque chose qui était légalisé. Et les dédommagements, l'argent venait des caisses de l'État français qui l'avait légalisé. D'ailleurs, l'argent de ça a permis de l'essor de la France, en quelque sorte, à l'époque. Et le palais présidentiel français, l'Élysée dont on se vante, est le fruit, c'est-à-dire que ça a été construit avec l'argent de l'esclavage. Celui qui l'a construit était le patron, qui s'appelait Antoine Crozat. Il avait donc le grand comptoir qu'on appelait le comptoir de Guinée. C'était le boss, spécialiste, n'est-ce pas, dans la vente des esclaves. Donc vous avez là, nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Déclaration universelle des droits de l'homme, article 4, Nations Unies, 10 décembre 1948. Alors, il est important de rappeler ceci que, n'est-ce pas, il est important de le rappeler, que en 1948, c'est trop tard. C'est arrivé tardivement dans l'histoire de l'humanité. La toute première déclaration universelle des droits de l'homme, c'était, n'est-ce pas, après la bataille qui a opposé, c'était au Mali, après la grande bataille qui a opposé Soumaoro Kanté à Soundiata Keïta. Soundiata Keïta qui n'était rien d'autre que le premier ministre, qui était chapeauté, n'est-ce pas, qui était... il y avait au-dessus de lui, si vous voulez, celui qu'on appelait Kamanjan Kamara, qui était le roi des rois du Manding. Donc vous avez, après cette bataille-là, il y a déjà les premiers textes, notamment 6 à 7, 8 articles, issus de la confrérie, de la grande confrérie des forgerons du Mali. Et ce n'est pas que le Mali, c'est dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Donc il y a en 1222 notamment les premiers textes qui sont donc repris en 1236 après la grande bataille qui va opposer Soumaoro Kanté à Soundiata Keïta. Ça va accoucher de ce qu'on appelle le tout premier texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme. On est en 1236 au Mali, ce qu'on appelle le Kouroukan Fougan. Donc ils arrivent tardivement dans l'histoire de l'humanité, mais ça arroge le droit de dire que ce sont eux qui ont tout inventé. Donc la première déclaration, les premières universités, notamment la grande université de Tombouctou, notamment les grandes bibliothèques qu'il y avait dans ces contrées, les grandes villes impériales. Vous voyez? Donc il y a ce passé-là, je reviens dessus, très important, que la France ne veut surtout pas assumer. Vous avez vu, c'est très très discret. Très discret. C'est un point très important. Vous allez dans les pays comme par exemple le Danemark. C'est un pays qui a également participé à l'esclavage des Noirs.
si vous voulez, les deux, hein, ils ont participé à l'esclavage et à la traite. C'est les deux. Il y a une différence entre les deux. Vous voyez, même la Suède reconnaît ce passé esclavagiste. N'oubliez pas que ce qu'on appelle aujourd'hui la Côte d'Ivoire fut une ancienne colonie de la Suède. Donc le Danemark, ils reconnaissent, ils ont des monuments imposants au cœur même de la ville de Copenhague, qui, n'est-ce pas, renseignent sur leur passé colonialiste. C'était des grands spécialistes qui vendaient des chaînes, qui vendaient tout ça aux autres pays qui étaient, n'est-ce pas, très très impliqués dans l'esclavage. Vous voyez? Tous ces pays-là reconnaissent. Quand vous allez en Hollande, au port de Rotterdam, il y a pratiquement ceci à Amsterdam et tout ça, vous avez des monuments qui sont plus imposants. Or, la France a non seulement fait l'esclavage, la France a fait la colonisation, la France est maintenant dans la néocolonisation, mais elle a du mal à assumer ce passé-là. Elle a du mal vraiment à assumer ce passé, ce qui fait que, vous voyez, c'est très très discret. C'est très discret. Il continue aujourd'hui avec le franc CFA, il continue avec les bases militaires, il continue avec tout ce que vous connaissez. Voilà. Mais sauf que ce passé-là, il ne l'assume pas. Donc, l'aimable de Ray, navire négrier, parti de Nantes en 1749. Ça continue. Vous avez là le Saint René, navire négrier, parti de Nantes en 1718. Vous avez le Sylphe, navire négrier, parti de Nantes en 1755. Vous voyez, partout là, partout. Donc, on va continuer. Je vais donc garder le meilleur pour la fin. Je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que les mêmes qui ont donc esclavagisé, les mêmes qui ont colonisé, je vous montre, n'est-ce pas? C'est très beau. Hein? C'est très très beau. Vous voyez, partant de là-bas, partant de là jusqu'ici, c'est très très beau. Vous voyez? Maintenant, on va aller sur la grande passerelle. Je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. Vous voyez? Vous avez un navire négrier qui s'appelle l'Africaine. Navire négrier parti de Nantes en 1749. Vous voyez, tout ça, c'est des apprentissages, c'est des formations auprès de mon maître, hein, Lasconi. Ça fait pratiquement 5 ans que j'étudie à ses côtés et j'ai beaucoup appris. Si je n'avais pas cette formation, je serais passé dessus sans jamais me poser des questions, comme beaucoup. Et aujourd'hui, avec ce que j'ai pu apprendre, je m'interroge un peu plus, je remets certaines choses en question. Vous voyez? Le mémorial de l'esclavage. C'est encore une fois de plus très très discret. Et vous voyez les petites vitrines au sol. Vous pouvez compter le nombre de vitrines. Donc, je continue par exemple. Hein. Le vainqueur, négrier, parti de Nantes en 1737. Vous voyez, tous les noms sont là. Même pas tous les noms, une bonne partie si vous voulez. C'est là. Donc vous vous rendez compte de l'étendue de ce désastre-là. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'à la fin, ils vont refuser de reconnaître les Noirs qui se sont battus pour se libérer. La révolution industrielle va arriver. On n'aura plus forcément besoin des mains. On aura besoin, il y aura des machines, n'est-ce pas, qui vont remplacer la main-d'œuvre des esclaves, quelque part, en partie bien sûr. Et derrière, ils oublient toujours, ou du moins c'est fait exprès de ne pas mettre l'accent sur l'auto-abolition. C'est-à-dire, on arrive à cette abolition, pourquoi? Parce que les esclaves se sont battus. Il y a eu plusieurs révoltes dans les plantations. Il y a eu plusieurs batailles qui ont été remportées par des esclaves qui se sont libérés, qui ont construit des villes. En Colombie, par exemple, Carthagène, vous avez la ville de Palmares au Brésil, qui a été libérée, construite par Nzombi, un déporté Congo qui est arrivé là-bas et qui a pu se libérer des chaînes de l'esclavage pour aller fonder carrément une ville. Vous avez pareil dans le Moyen-Orient, vous avez beaucoup de villes comme ça. Aux Antilles, vous avez beaucoup de villes. Vous avez
Haïti, carrément, qui est notre fierté. Après la bataille de Vertières, où on a Capot à la mort qui va soulever officiellement le drapeau pour déclarer, n'est-ce pas, l'indépendance d'Haïti. C'était un spécialiste des empoisonnements. Il empoisonnait les négriers. Ça, c'était sa spécialité. Je crois que si je fais un autre garçon, je vais lui donner le nom de Capot à la mort. C'était un brillant combattant, un brillant qui a libéré Haïti avec les autres. Vous voyez? Donc, on oublie tous ceux-là, tous ces grands héros qui se sont battus pour que l'esclavage soit complètement stoppé, pour mettre fin à l'esclavage, à cette abomination. Vous avez des gens qui derrière se faisaient beaucoup d'argent, dans la vente notamment des esclaves, et qui vont venir par la suite prendre, n'est-ce pas, le titre de libérateur. C'est-à-dire, ils vont finir par montrer aux gens qu'en fait, ces nègres, on les a utilisés pendant des siècles comme on voulait, et ils n'ont pas été capables de mener la lutte qu'il fallait pour se libérer. Au final, ils sont libres grâce à nous encore les mêmes blancs. Vous voyez comment ça fonctionne la supercherie. On continue, vous avez là, mémorial de l'abolition de l'esclavage. Et comme par hasard, ceux qui, vous avez encore là, une plaque, mais c'est très discret, c'est juste au sol. C'est-à-dire que si tu traverses dessus, tu ne prêtes pas attention, tu ne vas pas t'en rendre compte. Mais maintenant, quand il faut attribuer les points positifs, les éloges, n'est-ce pas, à ceux-là, entre guillemets, qui ont libéré les esclaves, là maintenant, on voit la tête des Blancs. Vous voyez? Mémorial de l'abolition de l'esclavage. Donc c'est la même chose, n'est-ce pas, que j'ai lu de l'autre côté quand je commençais la courte vidéo. Vous avez une très belle ville avec un charme particulier. Voilà, ça change un peu de Paris où les gens font la gueule. Pour un oui ou pour un non, les gens font la gueule pour rien. Donc, au moment maintenant des récompenses, on va plutôt présenter un blanc. Alors qu'on a eu, n'est-ce pas, les mêmes blancs, il y avait d'ailleurs à l'époque l'équivalent de ce que les Anglais vont appeler la société de Clapart, qui est une secte, n'est-ce pas? Il y a l'équivalent du côté français qui vont appeler la société des amis des Noirs, qui est en réalité la société des ennemis des Noirs. C'est-à-dire que vous avez deux blancs, Jacques-Pierre Brissot et Antoine Clavière, qui vont se mettre ensemble pour créer la Société des Amis des Noirs en 1788, soi-disant pour libérer les Noirs ou pour aider les Noirs à se libérer. Sauf qu'ils n'étaient pas pour l'abolition définitive, ils étaient pour une abolition partielle. Et ce sont eux, à la dernière minute, qui ont trahi les luttes qui étaient menées par ces Noirs qui voulaient définitivement se libérer. Donc, en dehors de ça, vous avez le grand qui est célébré partout aux Antilles. En Guadeloupe notamment, tu ne peux pas traverser Sainte-Rue sans voir le nom Victor Schœlcher, 1804-1893. Les abolitions de l'esclavage, un combat difficile et inachevé. En France, au XVIIIe siècle, le mouvement abolitionniste émerge lentement et se heurte à de puissants intérêts commerciaux. L'abolitionnisme en France ne mobilise guère l'opinion publique et reste circonscrit au milieu des intellectuels. Si plusieurs articles de l'encyclopédie condamnent vigoureusement l'idéologie colonialiste, peu d'auteurs vont jusqu'au bout de leurs convictions. Ainsi, la Société des Amis des Noirs, créée en 1788, je le disais tout à l'heure, sans même l'avoir lu, se prononce pour la suppression de la traite, mais pour le maintien provisoire de l'esclavage. Au début de la Révolution, le débat sur la question de la traite et de l'esclavage n'a pas lieu. Les arnaqueurs négriers poursuivent leurs activités jusqu'en 1793. De la Révolution française à la Seconde République, la chronologie de l'abolition de la traite et de l'esclavage s'étale sur plus d'un demi-siècle. Cette longue durée atteste des résistances qu'il a fallu vaincre. C'est tardivement le 16 Pluvios, en 4 février 1794, que la Convention nationale abolit l'esclavage dans les colonies. Bonaparte étant premier consul, la loi du 30 Fléaural, l'équivalent du 20 mai 1802, rétablit la traite de l'esclavage, vous voyez, et l'esclavage.
vous voyez les Antillais, notamment les Guadeloupéens qui étaient déjà à l'époque libres, notamment en 1794, ils vont passer 8 ans pratiquement étant déjà libres. Et Napoléon Bonaparte, sous la pression de sa femme Joséphine Beauharnais, va décider en 1802 de rétablir l'esclavage. C'est-à-dire les gens qui étaient en liberté, qui avaient fondé leur famille, qui avaient leur petit commerce, vont retourner en esclavage. Parce qu'il y a une femme qui tourmente complètement Napoléon Bonaparte. Il est tellement fou, amoureux de cette dame, Joséphine Beauharnais, que quand elle demande n'importe quoi, tout ce qui est caprice, Bonaparte est obligé de céder. J'étais déjà au parc, n'est-ce pas, de Bois-Préau, à Paris, en région parisienne, dans la ville de Rueil-Malmaison, qui est la seule ville d'ailleurs impériale de l'Île-de-France. J'avais déjà fait des photos là-bas lors de la visite avec mon maître Lasconi. Je vous avais montré quelques photos, n'est-ce pas? Je vous avais montré quelques photos de cette visite. Vous voyez? Et c'était la période même d'ailleurs de la vache maigre, où Joséphine était en difficulté. Et elle a décidé, à partir de ce moment-là, elle a dit à son mari, et ça a été réalisé en 1802, son rêve, rétablir l'esclavage pour renflouer les caisses et faire entrer beaucoup d'argent. Et quand vous visitez cet espace, cet endroit-là, le parc du Bois-Préau, il y a un luxe insolent là-bas. Pour l'époque, c'était un luxe assez insolent, mais elle trouvait que ce n'était pas suffisant. Donc c'est à cause de cette dame que l'esclavage, n'est-ce pas, est rétabli, et nos frères des Antilles qui étaient en liberté retournent en esclavage. Vous pouvez vous rendre compte jusqu'à quel point ça fait très très mal de voir aujourd'hui nos frères antillais, n'est-ce pas, qui rejettent le continent, qui rejettent leurs frères africains, comme il y a également les Africains du continent qui s'opposent à la diaspora historique, à nos frères des Antilles. Donc il ne faut pas céder à la division. Nous sommes tous victimes. Donc Napoléon décrète l'interdiction de la traite le 29 mars 1815, mais il fallut une ordonnance et 3 lois entre 1817 et 1831 pour mettre un terme à la traite. Son interdiction ne pouvait cependant être totalement respectée tant que l'esclavage persistait. C'est Victor Schœlcher, sous-secrétaire d'État aux colonies, qui obtient le 27 avril 1848 la signature du décret d'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. Vous voyez, les points sont octroyés, n'est-ce pas? Le beau rôle finalement est octroyé toujours aux Blancs. Comme en Afrique du Sud, voilà, ce sont des Blancs qui ont mis fin à l'apartheid et tout. Les Noirs, on ignore complètement les multiples luttes qu'ils ont menées pour se libérer eux-mêmes. À l'échelle du monde, le combat pour l'abolition de l'esclavage se poursuit depuis plus de 2 siècles, certains pays n'ayant renoncé à sa pratique légale qu'à la fin du XXe siècle, sans toutefois y mettre réellement un terme. On n'a pas oublié que, n'est-ce pas, dans plusieurs pays, anciennes colonies d'ailleurs, des Arabes, il y a encore l'esclavage aujourd'hui en 2022. C'est le cas en Mauritanie, où les descendants de Hassani ont pris le pays en otage et mettent encore, n'est-ce pas, en esclavage nos frères aratins, qui sont aussi marginalisés du côté du Maroc. Donc ça continue. Dans plusieurs pays, l'esclavage continue sous une autre forme. Donc vous allez voir là la passerelle Victor Schœlcher, homme politique français, défenseur de l'abolition de l'esclavage. 1804-1993, normalement. 1893, donc. Vous avez donc la passerelle. C'est un symbole très fort. Un symbole très très fort. Donc, l'injustice a été posée par des Blancs. Celui qui est venu mettre fin à l'injustice, qui a donc apporté cette justice que tout le monde attendait, du moins que les Noirs attendaient, c'est encore un Blanc. Et donc là, vous avez la passerelle qui mène au palais de justice. Donc, pour arriver au palais de justice, on passe par la passerelle Victor Schœlcher, qui est celui qui a mis fin à l'esclavage. Vous voyez où se trouve la subtilité. Vous voyez où se trouve, n'est-ce pas, la malhonnêteté. Vous voyez, c'est très subtil. Très très subtil. Donc vous avez la plaque. Pour aller à la justice, il fallait passer par Victor Schœlcher. Et donc là, le palais de justice est juste en face. Vous avez la passerelle. C'est pour ça que c'est bien d'étudier. C'est pour ça qu'il faut amener nos enfants
n'est-ce pas, dans ces lieux de mémoire. Il faut amener nos enfants visiter tout cela, il faut leur apprendre cela. C'est très important. C'est pour ça que je me suis fait moi-même appeler négro-thérapeute, parce que ce peuple est complètement malade, n'est-ce pas? Les nègres, ils sont malades pour la plupart, et il faut des gens souvent comme nous, n'est-ce pas, au chevet de ce peuple-là, pour faire ce travail de conscientisation. Il faut sortir cet esprit-là de la tête. Il faut faire le nettoyage. Ça prend beaucoup d'années, beaucoup d'années. Il y a cette prise de conscience-là, hein, au fur et à mesure, ça monte. Ça monte, ça monte, ça monte. Ça va venir. C'est pour ça qu'il faut former le maximum de négro-thérapeutes. Vous voyez, au moment où les autres peuples sont en train de se bouger pour trouver des solutions à leurs problèmes, nous, on est là dans les églises, on danse, on est dans les mosquées, on prie. On danse, on prie, on est content. On attend Jésus qui viendra sauver. On attend Dieu qu'il descende régler les problèmes qu'il a lui-même créés, en quelque sorte. Voilà, on attend toujours le Messie qui viendra nous délivrer, alors qu'il faut se battre. Vous voyez? Et ce même schéma, n'est-ce pas? À Paris, c'est pareil. Hein? Vous avez beaucoup de monuments comme ça. Vous voyez? Je vais pas aller jusqu'au bout. Vous avez là, palais de justice. Pour arriver au palais de justice, on passe par une passerelle. Ça a été inauguré récemment. Hein? Passerelle Victor Schœlcher. Et vous passez partout, même ici en France métropolitaine, n'est-ce pas? Vous avez des lycées. Les lycées Schœlcher, vous en avez partout. Partout. Donc Nantes, voilà, c'est une ville magnifique. J'espère revenir la prochaine fois. C'était important pour moi de faire cette courte vidéo pour vous. Pour ceux, évidemment que ça intéresse, pour ceux qui veulent peut-être avoir plus d'informations. Je vous avais déjà fait plusieurs lives. J'ai présenté des bouquins où vous pouvez retrouver toutes ces références. Mais c'est important d'être sur le terrain aussi. Je n'ai pas assez d'argent pour me permettre de voyager tout le temps. Mais je fais le peu que, voilà, le peu que je peux. C'est pas avec l'argent des assiettes ou de la sécurité qu'on va faire des voyages, une vingtaine ou trentaine de voyages par an, c'est pas possible. Alors, c'était votre frère Bertie Le Kamit, depuis Nantes. J'espère que vous avez aimé la visite. Alors, si vous avez aimé la petite visite, partagez massivement, Salut, c'était votre frère. Donc peut-être que je vais rajouter un petit truc avant d'arrêter complètement la petite vidéo. Donc je crois avoir dit l'essentiel ici. Et c'est ici que se termine la vidéo de votre frère Bertie Le Kamit.